Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une analyse des équilibres militaires en Afrique du Nord et notamment entre deux pays qui se ressemblent beaucoup, des pays frères qui partagent énormément de choses mais qui ont une fâcheuse tendance à se retrouver face à face à toute occasion. Je veux bien sûr parler de l'Algérie et du Maroc. On va tenter de réaliser une étude des passionnés de l'état des forces avec l'armée algérienne qui s'impose comme la deuxième armée du continent mais qui repose principalement sur des équipements d'origine russe dont on a découvert les faiblesses en Ukraine alors que le Maroc a remporté le seul conflit dans lequel les deux pays se sont affrontés et qu'il s'équipe auprès d'une plus grande variété de pays, ce qui lui a permis de compenser son infériorité numérique dans de nombreux domaines. Donc on va aussi reprendre un petit historique sur tout ce qui a pu se passer depuis la décolonisation, parce qu'en fait c'est une histoire qui est riche, qui est absolument incroyable entre les deux pays, et je vous rassure tout de suite, le texte de cette vidéo a été validé à la fois par des Marocains et à la fois par des Algériens pour avoir une forme d'équilibre. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire Conflict of Nations, grâce auquel on peut faire cette vidéo. Conflict of Nations, c'est le jeu vidéo PVP temps réel gratuit. Choisissez un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial qui aura lieu au 21e siècle et combattez jusqu'à 128 autres joueurs dans des parties qui peuvent durer des semaines. Forgez des alliances, déclarez des guerres avec des dizaines d'unités comme des chars, des avions ou des navires et définissez votre stratégie pour partir à la conquête du monde. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la liberté d'action et l'aspect temps réel. Le jeu est accessible sur mobile et PC, donc venez jouer en cliquant sur mon lien en description de la vidéo pour obtenir un bonus exclusif de 13 000 pièces d'or et un abonnement premium de 30 jours offert. Donc ne perdez pas de temps et cliquez tout de suite sur le lien. Allez, on retourne à d'autres sujets. On revient à notre sujet en commençant par une vision sociale et économique des deux pays, avant de passer aux questions sécuritaires. D'abord, l'Algérie compte 44 millions d'habitants sur 2,4 millions de km², ce qui en fait le plus grand pays d'Afrique, contre 37 millions d'habitants sur 700 000 km² pour le Maroc. L'Algérie a la chance de disposer de ressources naturelles qui lui ont permis de financer des infrastructures et un secteur social très dense, ce qui a permis au pays d'avoir le plus fort indice de développement humain du continent africain. C'est un indice qui prend en compte le PIB par habitant, l'espérance de vie, l'éducation des enfants, etc. Par contre, le manque d'ouverture économique de l'Algérie a empêché l'arrivée d'investissements étrangers qui ont énormément bénéficié au Maroc, à tel point que le PIB par habitant du Maroc est devenu supérieur à celui d'Algérie depuis l'année dernière et que le FMI prévoit une supériorité du PIB marocain sur le PIB algérien en 2025. Et vous voyez ici le taux de croissance des deux pays depuis 30 ans, avec en bleu le Maroc qui se trouve presque toujours au-dessus de l'Algérie. Et quand j'en parle, et justement les Algériens avec lesquels j'ai travaillé cette vidéo disent très clairement, si l'Algérie avait ouvert son économie aujourd'hui, ce serait plus riche que Dubaï. Donc, il faut dire que l'économie algérienne est largement dépendante du pétrole, puisque ça représente un quart de ce budget de l'État, et le budget n'était à l'équilibre que si le baril dépasse les 100 $. Et pour ce qui est de la structuration de la richesse nationale, les services et les commerces génèrent plus des 2/3 du PIB algérien, alors que le Maroc a une économie qui est beaucoup plus diversifiée, avec 30% de l'économie qui est générée par l'industrie, contre 6% si on enlève les hydrocarbures, et 7% pour le tourisme, qui est pour ainsi dire inexistant en Algérie. Donc au niveau de l'endettement, l'Algérie n'a quasiment aucune dette grâce à la manne pétrolière, tandis que le Maroc a un niveau d'endettement élevé, mais qui devrait rester soutenable si la croissance reste aussi importante que ce qu'on a vu dans les dernières années. Donc, si on regarde les investissements militaires de chaque pays, on voit que le budget de l'Algérie a fortement cru dans les dernières années. Là, on a sur des données du CIPRI en dollars constants, et ce qui a permis à l'Algérie de construire la deuxième armée du continent derrière l'Égypte dans les classements internationaux. Là, vous voyez la part du PIB qui est investie par les deux pays dans leur armée, mais on va approfondir cette question militaire en détail dans une deuxième vidéo, et on va commencer par les principaux sujets de tension entre les deux pays et aux conflits qu'ils ont menés, puisque ce retour d'expérience est fondamental pour mesurer l'efficacité de ces deux armées, d'autant qu'on est clairement aujourd'hui sur un pic de tension entre les deux pays, à tel point qu'aujourd'hui des risques de guerre sont clairement dénoncés par un certain nombre d'observateurs. Donc, le premier différend, il survient en 1963, c'est-à-dire un an après que l'Algérie ait obtenu son indépendance de la France. Alors, il faut savoir que la France avait redécoupé les frontières entre l'Algérie et le Maroc en 1952, parce qu'il y avait un mouvement autonomiste au Maroc qui était déjà très présent, et donc on savait plus ou moins que le Maroc allait retrouver son indépendance, sauf qu'on avait trouvé des ressources énergétiques très importantes dans le sous-sol du Maroc, et donc on avait redécoupé les frontières entre les deux pays au profit de l'Algérie,
C'est-à-dire que quand le Maroc a obtenu son indépendance, une partie de son territoire avait été amputée au profit de l'Algérie, et notamment des régions très riches autour de Tindouf et de Kolombe-Béchar. Mais du coup, pendant toute la période où le FLN se bat pour obtenir son indépendance militairement par la France, il y a un vrai soutien de la part du Maroc et également de la Tunisie au profit des combattants algériens, à tel point que le gouvernement français de l'époque dit clairement que si le Maroc arrêtait de soutenir la rébellion algérienne, eh bien finalement on arriverait à pacifier l'Algérie et garder une Algérie française. Donc la France propose au Maroc de lui rétrocéder les régions qu'il convoite, en échange d'un arrêt du soutien des indépendantistes algériens, ce que le Maroc refuse en disant voilà, on soutiendra nos alliés jusqu'au bout, et en plus, ils arrivent à obtenir la signature du gouvernement provisoire algérien qui dit voilà, une fois qu'on sera indépendant, on vous remettra ces zones qui vous appartiennent. Mais finalement, quand l'Algérie obtient son indépendance en 1962, le FLN ne reconnaît pas l'accord qui a été signé par le gouvernement provisoire et il refuse de renégocier le moindre mètre carré. Déjà parce qu'il y a aussi de la crainte que d'autres régions fassent sécession, notamment au profit des Kabyles ou pour des communautés du Sahara qui savent qu'ils sont assis sur des réserves, des ressources immenses. Et il y a aussi le Maroc qui inquiète, car au-delà de Tindouf et Kolombe-Béchar, il y a l'idée d'un grand Maroc qui se développe depuis les années 50 avec des prétentions qui incluraient toute la Mauritanie, le nord du Mali et l'ouest du Sahara, sous prétexte que ces zones avaient fait partie du Maroc il y a plusieurs siècles. Donc les tensions montent entre les deux camps, la frontière se militarise, les habitants de la région qui se déplaçaient sans restriction dans la zone ne peuvent plus rentrer chez eux, voir leur famille ou aller travailler. Il y a des rumeurs d'invasion et de manipulation dans les deux camps, jusqu'à ce qu'il y ait des incursions de paramilitaires à partir de septembre 1963, ce qui amène les deux armées à entrer en jeu à la mi-octobre. Mais il faut imaginer, à l'époque, le prestige énorme dont dispose l'armée algérienne qui vient de gagner son indépendance par les armes contre l'armée française, et ce sont les mêmes vétérans qui sont envoyés contre le Maroc. Sauf qu'à l'époque, l'armée algérienne est surtout excellente dans la guérilla, elle n'est pas habituée ni correctement armée pour faire face à une armée régulière, si bien qu'elle commence à enchaîner les revers. Donc, l'Algérie obtient alors le soutien militaire de l'Égypte et de Cuba, qui engagent des avions, des hélicoptères, des blindés et de l'artillerie, avec d'ailleurs un épisode qui est resté célèbre, quand un hélicoptère officiellement algérien tombe en panne et doit se poser en urgence côté marocain, sauf qu'à bord, on découvre qu'il y a 5 officiers égyptiens, donc évidemment ça prouvait qu'il y avait un soutien international. Le 25 octobre, c'est l'apogée des combats, et cette journée se conclut par la capture de 200 soldats algériens. On a une situation militaire qui est largement en faveur du Maroc, mais diplomatiquement, c'est l'Algérie qui a le plus de soutien, si bien qu'au moment du cessez-le-feu, chacun se replie sur les positions héritées de la décolonisation, et le bilan final, c'est de plus de 850 morts et 379 prisonniers algériens, contre seulement 39 morts et 57 prisonniers du côté des Marocains. Et le pire, c'est que cette guerre, elle n'a absolument rien réglé. Le Maroc mettra des décennies avant d'arrêter de revendiquer les territoires qui sont situés toujours aujourd'hui en Algérie, mais ça a mis évidemment un conflit qui a été très très long à accepter, une défaite diplomatique qui a été lourde à accepter pour le Maroc. La deuxième zone de confrontation entre les deux pays, elle est également liée à la décolonisation et elle concerne le Sahara occidental. Et pour celle-ci, la situation, elle est aujourd'hui pas encore résolue. Parce que pour cette région, qui représente 255 000 km², il faut remonter des siècles en arrière, puisque la zone est considérée comme faisant partie de l'ère d'influence du Royaume du Maroc depuis le XVIe siècle, et ce jusqu'à la colonisation de la région par l'Espagne en 1884. Lorsque le protectorat français au Maroc prend fin en 1956, le royaume tente quelques opérations de force dans le nord du territoire, mais les succès sont limités, et en 1960, la Mauritanie prend son indépendance de la France, et elle revendique elle aussi une partie du Sahara occidental, mais ce n'est qu'à la disparition du dictateur espagnol Franco en 1975 que la question de la succession se pose réellement. La Cour internationale de justice confirme qu'il existe des liens historiques entre les populations du Sahara occidental et le Maroc, avec notamment des liens d'allégeance historiques, mais elle indique aussi que c'est le cas avec certaines zones pour la Mauritanie, même si c'est dans une moindre mesure. À côté du Maroc et de la Mauritanie, il y a aussi des indépendantistes qui s'appellent le Front Polisario, et eux, ils souhaitent qu'un référendum d'autodétermination soit organisé sous l'égide de l'ONU, afin que les 75 000 habitants de la zone puissent choisir leur destin. Et donc, à l'origine,
cette option avait le soutien de tous les acteurs, de tous les pays de la zone, y compris le Maroc et l'Algérie. Mais en 1975, alors que le Sahara occidental va être décolonisé, le roi Hassan II organise la fameuse Marche verte, dans laquelle quelques 350 000 civils marocains désarmés se rendent au Sahara occidental pour revendiquer l'appartenance de la zone au Maroc. Et ça, c'est profondément ancré dans la culture marocaine. C'est un petit peu comme la réunification des deux Allemagnes, c'est vraiment comme ça qu'ils le perçoivent. Donc, au moment du transfert officiel de souveraineté de la zone par l'Espagne à ces deux pays, eh bien, il y a un partage qui se fait, 2 tiers pour le Maroc, 1 tiers pour la Mauritanie. Et évidemment, le Front Polisario, qui souhaite son autonomie et exige toujours son référendum, continue à se battre. Sauf qu'au lieu de se battre contre les Espagnols, eh bien, il va se battre contre le Maroc et la Mauritanie. Il y a des milliers de Sahraouis qui quittent la région, qui est en guerre, pour se rendre dans des camps de réfugiés de Tindouf en Algérie, où le Front Polisario possède donc des bases arrières. Alors, la guerre fait rage, et la Mauritanie n'arrive pas à tenir, mais finalement, elle va laisser tomber, elle va abandonner toute prétention sur la zone au profit du Front Polisario en 1979, si bien que le Maroc revendique désormais l'intégralité du territoire, et c'est à ce moment que le Maroc montre clairement sa supériorité militaire dans la zone, avec notamment l'emploi pour la première fois des Mirage F1 qu'elle a achetés à la France et qui lui ont notamment permis de gagner la bataille de Smara contre le Front Polisario qui, lui, de son côté, est toujours soutenu militairement, notamment par l'Algérie et par d'autres pays qui faisaient partie du bloc soviétique. En 1981, c'est la dernière grande bataille régulière. Elle a lieu à Guelta de Zemmour et le Front Polisario y déploie les armes fournies par l'Algérie et la Libye avec des chars T-55, des PTR, des BMP-1 et des systèmes de défense aérienne qui permettront d'abattre 5 aéronefs marocains, dont un Hercule C-130. C'est une défaite militaire pour les Marocains qui avaient initialement déployé seulement 200 hommes parce qu'ils avaient des informations qui étaient fausses. Contre les 3000 Sahraouis, évidemment, c'était pas suffisant et ils doivent abandonner la zone en 1981. Mais malgré ces quelques succès locaux, le Front Polisario est contraint de se transformer en guérilla car il ne peut pas tenir dans un conflit régulier, notamment face à l'aviation marocaine. Et le Maroc maîtrise une part croissante du territoire, avec notamment la construction d'un mur de défense qui annexe de facto 80% de la région au profit du Maroc, tandis que les 20% restants sont gérés par la mission de l'ONU pour le Sahara occidental qui s'appelle la MINURSO, et le Front Polisario opère depuis cette zone, mais surtout il dispose de bases arrières en Algérie. Alors, la situation, elle ne change pas réellement par la suite. Il y a un cessez-le-feu qui est obtenu en 1991, avec la garantie qu'il y aura un référendum qui sera tenu, sauf qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le corps électoral qui peut voter, puisque la population de la zone elle a plus que doublé dans les 10 ans qui vont suivre la Marche verte, et la courbe va continuer à s'accroître pour atteindre plus de 350 000 habitants, dont plus de 95% vivent dans la zone marocaine. Ça veut dire qu'en cas de référendum qui aurait lieu maintenant sur la totalité de la zone, la victoire marocaine, elle serait énorme et elle conduirait à l'annexion des 20% restants qui sont aujourd'hui entre les mains du Polisario. Et donc, lui, le Polisario, il veut qu'il y ait un nombre très limité de personnes qui puissent voter, qui soient uniquement les 75 000 habitants d'origine et leurs descendants, avec notamment ceux qui sont dans les camps de réfugiés en Algérie. Sauf que dans la réalité, sur le terrain, en pratique, la situation elle finit par se normaliser. Une grande majorité des pays s'adaptent à cette réalité du terrain. Ils reconnaissent la souveraineté du Maroc sur la région. Ce proto-État perd toujours plus de soutien, puisque si on regarde l'évolution, il y a seulement une trentaine de pays qui la reconnaissent encore en 2020, alors qu'ils étaient encore 79 pays en 1990, évidemment avec à leur tête l'Algérie, alors qu'en face, la Ligue arabe, l'Union européenne, les États-Unis, la majorité des pays du monde admettent ou soutiennent clairement la position marocaine, et même l'ONU qualifie désormais le Maroc d'autorité administrative depuis 2003, depuis 20 ans, et donc ce qui donne au Maroc le droit d'exploiter les ressources naturelles du territoire et d'attribuer, par exemple, des concessions pétrolières. Donc, côté Polisario, on constate que même sur une partie des habitants des camps de réfugiés, ils ont abandonné la cause et ils sont revenus sur les territoires aujourd'hui marocains, y compris des cadres du Front Polisario qui acceptent la souveraineté du Maroc. Il y a une forme d'acceptation de cette situation. Alors, vous voyez cette évolution dans les années 60, le rayonnement diplomatique de l'Algérie lui avait permis d'empêcher de devoir rendre des zones au Maroc malgré la supériorité militaire du Maroc à l'époque, alors que depuis 30 ans, c'est plutôt le Maroc qui a réussi à faire reconnaître le Sahara occidental comme faisant partie du pays par l'immense majorité de la communauté internationale, et ça, c'est une grande victoire pour le Maroc aujourd'hui. Son
son intégrité territoriale, elle est quasiment acquise. D'ailleurs, si on reste sur la diplomatie, il y a évidemment encore un autre point de divergence qui est très important, c'est l'appartenance algérienne au bloc pro-soviétique, puis pro-russe, alors que le Maroc est reconnu comme étant plutôt pro-occidental, et ça se traduit notamment dans l'armement, avec l'Algérie qui dispose aujourd'hui majoritairement de systèmes d'origine soviétique puis russe, même si les approvisionnements sont un peu plus variés désormais, alors que l'armée marocaine a toujours fait en sorte de voir un best-of du meilleurs produits qui sont disponibles. Elle achète parfois français, parfois russe, parfois américain, et on peut donner des exemples, par exemple, dans les chars. Le Maroc possède des chars américains, avec les Abrams, elle possède aussi des T-72 soviétiques, ainsi que des types 90 chinois, alors que l'Algérie ne possède que des chars soviétiques ou russes, notamment des T-90. Et c'est la même chose pour l'artillerie, l'Algérie dispose de 6 modèles soviétiques ou dérivés du soviétique, comme le 2S1, ou alors le chinois PLZ-45, alors que le Maroc a des canons anglais, américains avec le M109, des lance-roquettes Grad d'origine soviétique et des canons César français. Donc, vous voyez, les équipements disponibles dans une armée, ils sont à l'image des relations diplomatiques du pays. Le Maroc a davantage cherché à garder de bonnes relations avec tout le monde, bien qu'il soit considéré comme faisant partie du bloc de l'Ouest, alors que l'Algérie avait clairement choisi un camp et le camp soviétique, ce qui la limite aussi dans le choix du matériel qu'elle va pouvoir acheter. Donc, sur le fond de cette opposition de bloc, on ajoute en plus des tensions autour du Sahara occidental, où chaque déclaration algérienne sur l'autodétermination ravive les tensions avec le Maroc, si bien que le Maroc rappelle de son côté le droit à l'autodétermination des Kabyles d'Algérie, y compris à l'ONU. Donc, la tension est telle que l'Algérie est même mise en cause par le Maroc dans les attentats de Marrakech de 1994, qui ont été commis par des ressortissants algériens ayant grandi en France, mais même si cette accusation est a priori sans fondement, cela entraîne la fermeture de la frontière et l'exigence de visa pour voyager entre les deux pays, et cette fermeture, elle est toujours active aujourd'hui, presque 30 ans plus tard. Et ainsi, à chaque fois qu'il y a un début de détente, il y a un événement qui vient relancer les tensions, et le problème c'est que depuis 3 ans, il n'y a jamais eu autant d'événements, et la tension n'a jamais été aussi élevée. Et en 2020, on peut souligner 3 événements. D'abord, le Maroc a normalisé ses relations avec Israël. Elle reconnaît l'État hébreu, suivant en cela l'Égypte, les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Jordanie ou plein d'autres pays, alors que la position algérienne, elle n'a pas changé depuis un demi-siècle. L'Algérie avait même participé aux guerres israélo-arabes en fournissant des équipements, avec d'ailleurs des pertes d'avions de chasse qui avaient été reconnues à l'époque. Donc on est vraiment sur une vision qui est très très différente. En contrepartie de cette reconnaissance de l'Israël, les États-Unis reconnaissent le Sahara comme étant marocain, et l'Algérie dit évidemment que tout ça, ce n'est qu'une manœuvre qui est destinée à la déstabiliser. À la fin de l'année 2020, on a le Front Polisario qui tente de bloquer la route qui relie le Maroc à la Mauritanie, à Guerguerat, ce qui amène l'armée marocaine à intervenir. Puis, le Front Polisario annonce la fin du cessez-le-feu en vigueur depuis 30 ans. Et début 2021, le Polisario se vante d'avoir bombardé Guerguerat, ce qui amène le Maroc, encore une fois, à accuser l'Algérie d'héberger les cadres de mouvement, ainsi que des camps d'entraînement. En réponse, Alger durcit la fermeture des frontières sous prétexte que le Maroc laisserait se développer sur son territoire la culture du cannabis. Alors, cette accusation, elle est largement partagée avec l'Europe, même si la situation s'est grandement améliorée. Le Maroc était le premier exportateur de cannabis au monde il y a 20 ans, avec 135 000 hectares de culture, et aujourd'hui il en reste environ 50 000 hectares. Mais l'Algérie accuse aussi le Maroc d'être à l'origine des grands incendies qui ont touché la Kabylie cet été-là, et même si le Maroc propose le soutien de ses Canadaires pour tenter de lutter contre les incendies, l'Algérie rompt toute relation diplomatique avec le Maroc en août 2021. Et à la fin de l'année, il y a un nouvel incident qui survient, probablement le plus grave depuis des décennies, lorsque 2 camions algériens qui reviennent de Mauritanie en passant par la zone séparatiste du Sahara sont pris pour cible, provoquant la mort de 3 chauffeurs algériens. L'Algérie prétend qu'il s'agit d'une route commerciale normale et elle tente de passer sous silence l'emplacement réel de l'événement, sauf que l'ONU dit au contraire que les camions se trouvaient dans une zone restreinte où la circulation est interdite, alors que le Maroc, de son côté, il considère qu'il s'agit simplement d'une partie de son territoire sur lequel il y a des opérations militaires et qui est interdite aux civils. Et aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas exactement qui a tiré, mais la volonté algérienne de dissimuler la présence de ses ressortissants dans la zone, elle est évidemment pas appréciée. Donc là, les frontières ne sont toujours pas rouvertes depuis 1994, et désormais, même l'espace aérien algérien est interdit aux avions de ligne civile marocains. Donc,
Vous vous doutez bien, toutes ces tensions et rivalités, elles débouchent sur une course à l'armement avec un accroissement des dépenses de défense des deux côtés. Donc vous voyez ici depuis 2000 une forte hausse des dépenses algériennes alors que le budget marocain croît de manière beaucoup plus douce. Ce budget a permis à l'Algérie de massivement investir notamment dans son aviation, avec l'achat de Sukhoi 30, mais aussi l'annonce de l'acquisition de Sukhoi 34, même si on n'a toujours pas vu les avions arriver sur le terrain, et même une commande supposée de Sukhoi 57, malgré toutes les polémiques autour de la qualité de l'avion que même l'Inde a choisi d'abandonner. Elle a aussi acheté des chars T-90 et des systèmes de défense aérienne comme le S-300. Et là aussi, il y a des annonces pour le S-400 qui ne semblent pas être suivies par des livraisons. Et elle a également modernisé ses sous-marins de la classe Kilo. De son côté, le Maroc n'a pas des budgets aussi élevés, mais il multiplie les achats d'équipements de haute qualité, comme des chasseurs F-16, des hélicoptères Apache, des canons d'artillerie César, des drones Bayraktar TB2, et bientôt des drones chinois Winglong qui vont compléter les premiers exemplaires qui avaient été offerts par les Émirats Arabes Unis. Il y a des lance-missiles HIMARS qui vont compléter les lance-missiles chinois PHL-03, des systèmes de guerre électronique israéliens avec l'avion ELW-2085, et il y a des négociations avec les États-Unis pour l'acquisition des systèmes de défense aérienne Patriot ou de drones lourds de patrouille maritime, le SQ-8 Sea Guardian. Vous voyez cette liste qui est aujourd'hui incomplète, mais dans lesquelles, très clairement, elle est très pertinente, puisque le Maroc a choisi les équipements disponibles les plus efficaces partout dans le monde, alors que l'Algérie a réellement englouti des fortunes dans des matériels qui ont plutôt montré leur inefficacité en Ukraine. Les avions de chasse, évidemment, les missiles de précision qui visent relativement mal, les systèmes de défense aérienne qui ont vraiment aujourd'hui des grosses défaillances. Et finalement, cet équilibre et cet avantage algérien historique qui était permis par sa masse, aujourd'hui, il n'est pas autant garanti que par le passé, simplement parce que moins de matériel, peut-être de meilleure qualité, permettrait aujourd'hui d'avoir un équilibre qui est en train de s'établir. Et c'est pour ça que l'Algérie a carrément doublé son budget de la défense en 2023 pour atteindre 22 milliards de dollars, suivi par le Maroc à 17 milliards de dollars. Donc on voit des chiffres qui sont exponentiels. Et c'est justement cette dimension militaire et les perspectives des deux armées que je vous propose d'étudier dans la prochaine vidéo, avec l'analyse de la qualité militaire des deux armées, un suivi des équipements disponibles et des achats réalisés depuis une décennie, les options pour l'Algérie qui ne peut plus dépendre des équipements russes dont la qualité est douteuse, et on tentera aussi de faire quelques analyses de conflits, un petit peu comme on a fait avec le Taïwan et la Chine il y a quelques semaines. Vous voyez, c'est un travail qui est assez compliqué. En plus, diplomatiquement, j'espère que vous ne vous fâcherez pas dans les commentaires de cette vidéo. Restez sobre, restez discret, sinon, évidemment, on bloque les commentaires. Mais en tout cas, on va continuer à travailler et j'espère que cette vidéo vous plaira, ainsi que la suivante. Encore merci aux partenaires de cette vidéo, Conflict of Nations, le jeu de stratégie PVP temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit médial au XXIe siècle. Choisissez votre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, donc cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. Et l'offre est disponible uniquement pendant 30 jours, donc cliquez vite sur le lien. Ciao!